L'information sur CamNews 24, mesdames, messieurs, bonsoir. Les titres de l'actualité. À la une présidentielle 2025, l'échéance approche, la fièvre des préparatifs monte. Dans les quartiers généraux des partis politiques, on met les petits plats dans les grands. Les précisions dans la page politique de ce soir. À l'international, reconnaissance de l'État de Palestine. Une journée historique s'ouvre à l'ONU. La France et plusieurs autres pays doivent reconnaître l'État de la Palestine ce lundi 22 septembre 2025. Voilà pour les titres. Mesdames, Messieurs, vous faites bien de vous informer sur CamNews 24 et IDFM 103 en direct de Garoua dans le Nord-Cameroun. Merci de choisir nos antennes. Accueil sobre dimanche hier à l'aéroport international de Yaoundé-Simalène au départ de Paul Biya et Chantal Biya en route pour le vieux continent. Parmi les personnalités venues souhaiter la bienvenue et dire au revoir au couple présidentiel, le Premier ministre chef de gouvernement Joseph John Gouté. Yves Marcomeso. Aéroport international de Yaoundé-Simalène, ce dimanche 21 septembre 2025. Climat tempéré, ambiance bon enfant. En toute convivialité, de proches collaborateurs du président de la République, en l'occurrence, le ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République, Ferdinand Ngongor, le ministre, directeur du cabinet civil de la présidence de la République, Samuel Vonda-Yolo, et son adjoint Oswald Baboké, échangent au pied d'un majestueux oiseau de fer. Comme à l'accoutumée, les responsables des services de défense et de sécurité veillent au grain. La météo est des plus clémentes. Rien à voir avec la pluie qui s'est abattue 24 heures plus tôt sur la capitale camerounaise. Une dizaine de minutes avant 12 heures, le calme habituel du pavillon d'honneur de l'aéroport de Yaoundé-Simalène est rompu par le bruit des sirènes. Des sirènes qui annoncent l'arrivée du cortège présidentiel. Précédé par une escorte d'honneur et de sécurité, le président camerounais Paul Biya fait son entrée sur le tarmac. À ses côtés, la première dame, Chantal Biya. La première poignée de main du chef de l'État à sa descente de voiture ira à Joseph John Gouté, le Premier ministre chef du gouvernement. Par la suite, le président Biya va serrer la main à Ferdinand Ngongor, le ministre d'État secrétaire général de la présidence de la République, et à Samuel Vonda-Yolo, le ministre, directeur du cabinet civil de la présidence de la République. Avec ces différents responsables, le président camerounais alterne confidences et instructions. Le dernier déplacement de Paul Biya à l'étranger remonte à septembre 2024. C'était, on se rappelle, à l'occasion d'une visite officielle en République populaire de Chine. Depuis son retour au Bercail en octobre de la même année, le président camerounais n'a plus quitté le triangle national. Ce dimanche 21 septembre 2025, Paul Biya a donc décidé d'observer un petit break dans le cadre d'un court séjour privé en Europe. À 12h10, l'avion présidentiel entame ses manœuvres de décollage sur la piste avant de prendre définitivement la direction des airs 5 minutes plus tard. Ouvrons à présent la page politique de ce soir. Présidentielle 2025, à 5 jours du démarrage officiel de la campagne électorale, eh bien, la pression monte au sein des QG des partis politiques. Les stratégies de la campagne électorale se peaufinent et l'effervescence est perceptible. L'heure est à l'organisation et à la structuration des étapes du marketing politique. Joseph Vitoté. À moins d'une semaine du lancement officiel de la campagne électorale, les militants, les candidats et leurs mandataires continuent de marquer le terrain. C'est une ambiance de mobilisation. Notre candidature, nous l'avons toujours dit, c'est une candidature de travail. Les réunions de briefing et de débriefing s'enchaînent. C'est la dernière ligne droite. Il faut capitaliser le peu de temps qui reste avant le début officiel de la campagne électorale. Nous avons finalisé notre plan de descente sur le terrain, le plan de campagne pour ces 14 jours. Nous avons le travail de levée de fonds qui est en cours, parce que voyez-vous, aucun candidat n'est assez riche seul pour pouvoir supporter à lui seul toute une campagne électorale. Pour les partis politiques engagés dans cette compétition électorale, rien ne doit être laissé au hasard. La semaine dernière, nous avons fait une réunion avec la commission communale de ça, dont le président Nouandongo Adolphe est venu expliquer la circulaire du président national. Mon secteur, tout a été fait. La base a été mobilisée. Maintenant, nous n'attendons que le coup d'envoi. Alors, nous sommes prêts. À Yaoundé 7, par exemple,
L'heure est aux concertations avec les communautés. Nous sommes dans un enchaînement collectif sur l'ensemble du territoire de Yaoundé 7 pour être en phase avec nos populations, pour discuter avec elles dans leur diversité. Ça peut être considéré comme un élément de pré-campagne, ça peut également être considéré comme un élément classique de management participatif de notre commune. Autant d'activités qui laissent entrevoir un avant-goût de la campagne électorale qui démarre officiellement le 27 septembre prochain. Présidentielle du 12 octobre prochain, l'heure est à la mobilisation dans les rangs du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Dans le département de la Vina, région de l'Adamawa, le parti au pouvoir serre le rang. Objectif, renforcer sa présence sur le terrain, séduire les électeurs des 8 arrondissements et préserver le fauteuil présidentiel. Pour y parvenir, plus de 10 millions de francs CFA ont été mobilisés pour soutenir les opérations électorales. On voit cela dans ces reportages de Monique Naussi Fotso. Ambiance d'osmose au sein des militants RDPC du département de la Vina dans l'Adamawa. Pour un coup d'accélérateur en vue de remporter la présidentielle prochaine, militants et militantes ont répondu à la convocation de la commission départementale de campagne. Les discussions portent sur les stratégies à déployer pour plébisciter leur candidat, le président sortant, Paul Biya. On jeter ensemble pour pouvoir imaginer la meilleure stratégie, les meilleures tactiques pour que notre champion soit élu le 12 octobre. Pour financer les opérations électorales, près de 11 millions de francs CFA sont cotisés. Ils serviront à financer des missions sur le terrain, notamment des campagnes porte-à-porte. Selon une politique de proximité, il est prévu rencontrer la quasi-totalité des électeurs des 8 arrondissements de la Vina. Et nous nous sommes mis d'accord pour pouvoir appuyer humainement, intellectuellement, matériellement et financièrement notre parti. Ambé, le Rassemblement démocratique du peuple camerounais, se veut plus uni et engagé. Un plan de campagne y est élaboré au cours d'une rencontre stratégique. Près de 3 500 000 francs CFA sont collectés pour soutenir l'effort de campagne. Pour préserver leur couronne, ces militants ont décidé de faire table rase des tensions internes. La commission est simplement une entité représentative. Elle n'est pas une entité d'exclusion. Et nous voulons encourager tout le monde à le comprendre comme cela, pour que ça ne soit pas un instrument de discrimination et d'exclusion des uns et des autres ou de frustration. Alors que le scrutin du 12 octobre pointe à l'horizon, le RDPC Ambé dans l'Adamawa dit être déterminé à remporter cette compétition électorale. L'engagement de tout le monde s'est exprimé comme vous l'avez vous-même vécu et nous sommes convaincus que sur la base du travail de fond des terrains que la section avait déjà fait, nous allons avoir la facilité d'action au cours de la campagne électorale. La mobilisation du RDPC en Ngaoundéré et Ambé est traduite par les élites du parti comme la preuve de ce que ce bastion restera la chasse gardée du RDPC. Le candidat Samuel Hiram Iyodi du Front des démocrates camerounais a été chaleureusement accueilli à Edea, sa terre natale, dans le département de la Sanaga-Maritime le week-end. Après avoir reçu les bénédictions des autorités traditionnelles, il a axé son propos sous les signes de la proximité, de la transparence et de l'engagement pour le changement. Les détails, c'est avec Claudia Essia. Campagne présidentielle, Hiram Samuel Iyodi, candidat investi par le Front des démocrates camerounais, vient d'effectuer un retour aux sources à Edea, dans le département de la Sanaga-Maritime. Accueilli avec chaleur, il a reçu la bénédiction des autorités traditionnelles, lesquelles ont confié son parcours aux ancêtres. Plaçant sa démarche sous le signe de la prospérité, de la transparence et de l'engagement pour le changement, le candidat du FDC a fait le tour de la ville d'Edea. Objectif, toucher du doigt les réalités quotidiennes des populations et mieux cerner leurs attentes. Je suis d'abord un Camerounais qui a un cordon ombilical attaché et enterré quelque part. Je suis un fils de la Sanaga-Maritime. Il m'apparaissait donc important, avant d'ouvrir le combat politique dans lequel je me suis lancé, de venir voir mes pères et mes mères de la Sanaga-Maritime pour leur dire officiellement
que leur fils est sur le champ de bataille et j'ai voulu requérir leur bénédiction. Pour lui, la Sanaga maritime occupe une place essentielle dans l'histoire de la libération du peuple camerounais, se réclamant de l'héritage des pères de l'indépendance. Hiram Iodi appelle les habitants à le considérer comme le prolongement de ce combat. Je demande simplement à mes pères et mes mères d'ouvrir leurs yeux pour reconnaître en moi aussi un de leurs fils qui vient se battre pour que nous soyons tous libres et que leur douleur trouve une réponse dans ma victoire et que nous puissions dire à Oumiobe et à tous les autres en Pouma qu'ils ne sont pas morts pour rien. J'espère que mes frères et mes sœurs m'accorderont leur confiance et glisseront le bulletin gris, le bulletin du FDC dans l'urne le 12 octobre prochain. Âgé de 37 ans, son programme s'articule autour de 12 axes stratégiques visant la refondation de l'État, aussi bien sur le plan économique qu'institutionnel. Parlons de toute autre chose à présent et rendons-nous dans l'arrondissement de Lac-d'Eau, précisément à Gouna, où le centre de formation professionnelle de la maison familiale rurale vient de célébrer la sortie de sa première promotion. Entre agriculture, couture, élevage, pisciculture, énergie renouvelable et innovation écologique, ces jeunes tracent désormais leur chemin vers l'autonomie et la réussite. Boubacar Edama. L'histoire s'écrit désormais avec une plume nouvelle, celle de l'espérance, du savoir-faire et de la réussite. Le centre de formation professionnelle de la maison familiale rurale de Gouna, né sous l'arrêté ministériel de 2023, vient de franchir une étape majeure. Le 20 septembre 2025, familles, proches et invités se sont rassemblés pour célébrer la consécration des lauréats de la toute première promotion, sous le regard attentif d'un jury exigeant. Une fierté pour la promotrice, Madame Aminat Ndewa, épouse Mohamedou, visionnaire engagé, qui a placé sa confiance dans le dynamisme de M. Nodjigam Azor, chef du centre, afin de relever un défi. Réduire le chômage et promouvoir l'épanouissement en milieu rural. Ici à Gouna, chaque filière incarne une promesse d'avenir. L'agriculture, colonne vertébrale du développement rural, la couture qui allie créativité et débouchés économiques, l'élevage et la pisciculture, piliers de la sécurité alimentaire, les énergies renouvelables, solutions durables face aux défis environnementaux, et l'innovation écologique avec la fabrication de pavés et de charbon vert pour une économie respectueuse de l'environnement. Sous le slogan « Apprendre, c'est faire un pas vers la réussite », le centre de formation trace une voie lumineuse vers l'autonomisation des jeunes et la lutte contre la pauvreté. La cérémonie fut un moment d'émotion, d'unité et de communion, marquant pour toute la localité le départ vers un avenir prometteur. Et déjà, les regards se tournent vers une nouvelle étape. Du 23 au 24 septembre, les lauréats composeront leur certificat de qualification professionnelle à Gouna, gravant ainsi dans la mémoire collective le sceau de l'excellence. Le centre de formation professionnelle de la maison familiale rurale à Gouna ouvre une ère nouvelle où chaque jeune devient artisan de son destin. Parlons à présent des infrastructures de transport. La Banque africaine de développement revendique des investissements de plus de 1000 milliards de francs CFA au Cameroun. C'est la substance d'un communiqué de l'institution financière panafricaine. Le tout récent financement se chiffre à 216 milliards de francs CFA pour la reconstruction de la route Ngaoundéré-Garoua. Ivan Selmoutadiofo et Gisle Kouga nous font le point. Le secteur du transport est l'un des grands chantiers du gouvernement camerounais où un fort déploiement est engagé, autant pour la construction de nouvelles infrastructures que pour la réhabilitation de celles existantes, affichant mauvaise mine. Dans ce processus, les pouvoirs publics bénéficient de l'appui d'un partenaire financier stratégique, à savoir la Banque africaine de développement, la BAD. C'est ainsi que l'institution financière panafricaine annonce dans un communiqué officiel rendu public le 24 mars 2025 des investissements effectués au Cameroun de l'ordre de 1,88 milliard de dollars, soit près de 1140,7 milliards de francs CFA au profit du financement des infrastructures de transport. Le groupe de la Banque africaine de développement est un partenaire stratégique du Cameroun, en particulier dans le secteur des infrastructures, avec 1,8 million de dollars dans les infrastructures de transport. Son engagement se traduit
traduit par des investissements majeurs dans la construction des routes, des ponts et des corridors stratégiques facilitant ainsi la mobilité des populations et le transport des marchandises à l'échelle nationale et régionale, fait savoir le communiqué. Il faut dire qu'il y a quelques jours déjà, le 24 mars 2024, 2 accords de 333 millions d'euros, soit un peu plus de 216 milliards de francs CFA, avaient été signés entre le gouvernement camerounais et cette institution financière panafricaine. Ces fonds devaient être alloués à la construction de la route Ngaoundéré-Garoua, située sur le corridor d'Olan-Djamena et longue de 246 km. Lors de la signature des 10 accords, le ministre de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire insistait sur l'opportunité et la pertinence de cette initiative. La position stratégique du Cameroun place notre pays au cœur des enjeux d'intégration de la zone CEMAC. Un tronçon Ngaoundéré-Garoua en meilleures conditions va indubitablement accroître le commerce transfrontalier en relevant significativement le trafic sur l'axe Garoua-Maroua-Kousséri au Tchad ou sur celui de Garoua, Agada, Yagoua, Bongor, N'Djamena, assurait Alamine Ousmane Mey. Restons sous les routes. 53 km de pénitence, 53 km de bourbier, 53 km de souffrance, 53 km de raquettage. Tel est le calvaire des usagers qui empruntent la route Bafang-Kondiok. Rallier ces deux localités est un véritable parcours du combattant. Baudelaire Mouafo a essayé aussi le dit trajet. Regardons. Pour arriver à Nkondjok, qui est dans la région du littoral, il faut passer par Bafang, qui est à l'ouest Cameroun. Nous voici donc sur la fameuse route Bafang-Kondiok, long de 53 km. 53 km de souffrance, 53 km de bourbier, 53 km de pénitence en matière de voyage terrestre. Le trajet est un véritable labyrinthe pour tout usager et véhicule. Les motos n'y échappent pas. Ah, je viens. Non, c'est pas comme ça. Attends d'abord. Je viens quoi? Non, attends d'abord. Ici, les transporteurs sont toujours accompagnés par leur guide, car le tourisme s'est fait autrement sur le trajet. Bravo, vous n'en parlez pas, le derrière en grand. Oui, en rentrant. Ouais, non, je ne vois pas. Je ne vois pas là où tu es. Vu le calvaire des usagers sur ces routes, la plupart n'a plus de force pour s'exprimer devant notre micro. Les prix de transport sur le trajet Bafang-Kondiok ne sont pas à la portée de tous. 5 000 francs pour s'accrocher sur le véhicule, 10 000 francs place assise à l'intérieur. Pour les motos, c'est 15 000 francs CFA par passager sur un bâchement d'au moins 3 personnes. La durée du trajet, c'est parfois près de 48 heures de temps, chapeauté par les raquettages. Voilà, contrôle ne nous laisse pas. Tu vas porter un passager, tu te retrouves à payer que 3 500 le contrôle. Vous voyez que l'on tourne dans rien. Et le carburant aussi ne nous laisse pas. Nous demandons à la hiérarchie de revoir aussi le problème de contrôle là sur l'axe Kondiok Bafang. Non, les engins ne sont pas à bon état. Donc tu fais seulement un tour, il faut aller au garage et arranger la moto. Avec les contrôles en route. Avec les contrôles qui sont en route. Donc ça doit chaque jour, il faut dépenser. L'arrondissement de Kondiok, dans le département d'Unkam, est totalement coupé du reste du pays. Celui qui est rapide prend la moto. Si c'est en cas de maladie, on attache derrière la moto, on monte. Si c'est quelqu'un qui est mort, c'est derrière la moto avec les lattes. Parce que la route ne passe pas. Pas de voiture, pas de ceci. L'état de la route même d'abord. On a oublié, chaque fois on vient là, dès qu'on trace quelques jours, on fuit. On dit que c'est si bon. Nous, on ne sait pas. Sur ces routes, les engins BTP sont cloués au sol, ce qui démontre que le calvaire des populations sur la route Bafang-Kondiok est très loin de se terminer. Certains parleront d'un accouchement difficile d'une bonne route dans cette partie du pays. Au-delà des frontières camerounaises, la France et plusieurs autres pays doivent reconnaître l'État de Palestine, tenant de mettre un peu plus la pression sur Israël à l'ouverture de la grande messe annuelle de l'ONU à New York, qui sera dominée par la guerre à Gaza. Avant même cette réunion à l'ONU, le Royaume-Uni, le Canada, l'Australie et le Portugal ont formellement reconnu dimanche l'État palestinien. Suivons plutôt cet élément de Tibol Francesque. Les drapeaux israéliens et palestiniens côte à côte sur la tour Eiffel,
symbole de la solution à 2 États défendue par la France, est porté ce lundi à l'ONU pour une journée qui s'annonce historique. Après le Royaume-Uni, le Canada, l'Australie et le Portugal qui l'ont fait ce dimanche, la France va reconnaître officiellement l'État de Palestine en marge de l'Assemblée générale des Nations unies à New York, une initiative d'Emmanuel Macron qui doit s'exprimer en ce sens à 21h heure de Paris. Dimanche, il expliquait sa position à la télévision américaine. Immédiatement après cette reconnaissance, nous entamerons une première phase que je qualifierais d'urgence. Cessez-le-feu, libération de tous les otages et troisièmement, rétablissement des voies humanitaires et stabilisation de Gaza. Il y a ensuite un deuxième volet, celui de l'après. Nous y reviendrons. Comment organiser Gaza en termes de gouvernance, de sécurité, de reconstruction? Et un troisième volet, la perspective des 2 États. Mais reconnaître aujourd'hui un État palestinien est le seul moyen d'apporter une solution politique à une situation qui doit cesser. Une reconnaissance dans le cadre d'un sommet organisé par la France et l'Arabie Saoudite sur la solution à 2 États, qui a permis il y a 10 jours un vote de 142 États sur 193 en faveur de la création d'un État palestinien sans le Hamas. Paris ne fixe plus de conditions comme la démilitarisation du Hamas pour reconnaître l'État palestinien, mais elle attend la libération des otages pour concrétiser certains actes. Mais vous ne faites pas de la libération des otages une condition avant la reconnaissance. Pour nous, ce sera une exigence très claire avant d'ouvrir par exemple une ambassade en Palestine. La Belgique, le Luxembourg, Malte, Andorre et Saint-Marin doivent suivre la France dans cette reconnaissance de l'État palestinien ce lundi. Les États-Unis, membres permanents du Conseil de sécurité, y sont eux toujours fermement opposés. Fin du 20h du 22 septembre 2025 sur Camnews 24 et DFM 103 en direct de Garoua dans le Nord Cameroun. Merci pour votre fidélité. Restez en compagnie de nos programmes qui se poursuivent. Douce nuit à tous.